Bienvenue à vous sur Ici Beyrouth, c'est une femme, une histoire. J'ai le plaisir de recevoir toutes les semaines une femme libanaise au parcours remarquable. Notre invitée de la semaine est Rania Frem El Khouri, vice-présidente et directrice exécutive de la Fondation Georges Frem. Merci Rania d'être avec nous. Merci de m'avoir invitée. Vous êtes à la tête de la fondation, vous êtes la directrice exécutive, mais également vice-présidente de la fondation Georges Frem depuis 1997. À cette époque, c'est votre père qui vous demande de créer une fondation. Elle porte dans un premier temps le nom de la fondation Indefco. Comment cela s'est-il passé? Alors moi, j'étais responsable dans l'une des compagnies du groupe Indefco. Et j'ai travaillé aux alentours de 7 ans. Donc, et juste après avoir été directrice générale d'une compagnie qui était dans les portes et les cuisines, il y a eu après un turnaround, il y a eu des joint ventures qu'on a pu faire, réaliser. Et après, je suis repartie pour travailler avec mon père dans le département de Business Development, études de projet, conception de projet. Donc, et là, il me demande qu'il a ce souhait de réaliser son rêve, celui d'établir une fondation. Ce rêve qu'il avait depuis les débuts des années 70 et qu'il n'a pas pu le faire durant la guerre. Donc, il m'a demandé, alors j'ai pris du temps sûrement pour réfléchir, mais je n'avais pas trop le temps de réfléchir parce que j'ai tout de suite commencé un projet qui lui était très cher. C'était voir un peu la situation de la pomme au Liban. Ça a commencé comme ça. Et donc je l'ai pris comme un projet pour moi. Donc l'étude à faire du secteur de la pomme. Et j'ai entamé dans ce projet qui à la fin a abouti aussi en même temps, en parallèle, à établir la fondation avec le projet de la revitalisation de la pomme libanaise. Très beau projet parce que nous sommes très fiers de la pomme libanaise. Merci. Et qui est une pomme qui est exportée en fait, notamment dans le monde arabe, énormément. Absolument, absolument. Si vous voulez, je peux vous raconter un peu de ce projet de la revitalisation de la pomme si on a le temps. Donc, oui, on reviendra, mais c'est très intéressant. C'est intéressant de voir que vous avez commencé donc avec un projet Avant d'officialiser, avant d'établir d'officialiser officiellement la fondation. Vous savez qu'il y a les démarches et le côté légal et le Bien côté sûr. ça prend du temps. Donc on était tout de suite dans l'action. Et lui était toujours tout de suite dans l'action. Donc il fallait commencer par quelque chose et pas attendre. Donc, ah oui, mon père c'est quelqu'un de... Je ne sais pas si vous connaissez un peu le profil de Georges Frem, mais c'était un homme d'action et un homme qui était un grand philanthrope aussi. Donc, même pour les compagnies qu'il a fondées, toujours ça a commencé par ce qui est bien pour la communauté, il serait bien pour l'entreprise. Donc, l'entreprise existe parce qu'il y a un besoin qui répond aux besoins de la communauté, quoi. Et bien sûr, c'est aussi le secret de la réussite de ce groupe, parce que ce sont ces préceptes et ces idées qui continuent d'être appliquées aujourd'hui, même après sa disparition. Oui, oui. Donc, pour revenir à la fondation, donc vous lancez ce projet de revitalisation de la pomme libanaise et vous aboutissez en fait au lancement. D'ailleurs, on voit les photos de la pomme libanaise derrière vous. Et on aboutit en fait au lancement de cette fondation Indefco à l'époque. Oui, la fondation Indefco, oui. Parce qu'il a toujours refusé qu'elle porte son nom. Donc en 2006, on a décidé
de nommer la fondation qu'elle porte son nom. En hommage, voilà, en hommage à Georges Frame. Donc pour revenir un peu à ses débuts, donc vous travaillez toujours sur la revitalisation de la pomme? Non, ça c'était le tout début. Comment on a commencé? On a commencé par la revitalisation de la pomme libanaise. On a modernisé les vergers pommiers, puis après on a été dans les cerisiers, dans les poiriers, dans les pruniers et on a aussi planté autour de 600 000 arbres fruitiers avec de nouvelles variétés qui sont aujourd'hui compétitives avec le marché international. Et ça, si vous voulez, de point de vue agriculture, vraiment la plantation. Mais après, notre travail consiste vraiment à améliorer le revenu des agriculteurs, des producteurs, des coopératives, des PME. On les accompagne de la production à la commercialisation de leurs produits. Donc en fait, un des secteurs les plus importants de la Fondation est le secteur agricole. Moi, je ne peux pas dire ça parce que nous aussi, on travaille, si vous voulez, on travaille dans deux secteurs clés du développement économique du pays. C'est l'agriculture, mais aussi l'éducation. Donc, je vous parle de l'agriculture. Bien sûr. Voilà, on a un des deux travaillé, principaux secteurs. mais notre approche dans l'agriculture, par exemple, c'est qu'on travaille dans la chaîne de valeur. La chaîne de valeur des fruits, comme j'ai parlé des fruits à pépins, à noyaux, comme les pommiers, les cerisiers, les pruniers. Et on travaille aussi avec les chaînes de valeur des légumes, les cultures maraîchères, avec les chaînes de valeur de graines de céréales comme le blé orge, les graines légumineuses comme les lentilles, les pois chiches. Donc, c'est comme ça qu'on travaille. Et on met le travail dans l'agriculture, c'est qu'on met l'importance sur la recherche et développement, l'assistance technique et des formations continues pour la sécurité alimentaire. Vous plantez? Quand on a commencé avec la revitalisation de la pomme, et parce que c'était vraiment quelque chose de complètement nouveau au Liban, c'était vraiment, les vergers étaient très anciens depuis 1950 qui n'ont pas été renouvelés, et donc les agriculteurs, c'était leur approche et leur variété, et les arbres qui étaient à pépins, donc il y avait tout à fait une autre technologie, donc on a travaillé là-dessus, et comme il n'y avait pas de pépinière qui pouvait assurer la provision de ces nouvelles variétés ou des nouvelles porte-greffes, on est rentré même dans la pépinière, donc on avait notre propre pépinière qui produisait à peu près 100 000 arbres par an. Et après la formation d'autres pépiniéristes, on a dû arrêter ça parce que c'était déjà vulgarisé et c'était disponible comme variété et comme arbre. Donc au tout début, c'était forcément, on devait planter et distribuer des arbres. Dans un premier temps, c'était la première étape en 97. 17, donc ça nous a pris quand même 10 ans, hein, parce que c'est dans les projets de l'agriculture, et tout projet, ça prend du temps. Il faut du souffle, il faut de la patience, mais il faut de l'engagement, il faut la passion et l'amour pour ce qu'on fait. Donc voilà. Et là, on travaille, et ce qui est intéressant, c'est de voir que après la revitalisation de la pomme et de ce secteur, il y a eu plusieurs industries autour. Donc, il y a eu l'industrialisation et la transformation des fruits Bien sûr, il y a aussi le cidre, il y a la mélasse de pomme, il y a même maintenant récemment le sirop de pomme qui est un substitut du miel. Donc, on voit beaucoup d'innovation maintenant et de créativité dans le secteur agroalimentaire et qui vraiment des produits qui ont un potentiel énorme pour l'export, mais aussi on voit après la crise économique, la pandémie. On a vu les personnes se reconvertir dans l'agriculture. Et les jeunes qui rentrent dans l'agriculture. Et on voit, nous, en tant que consommateurs, on a plus confiance en nos produits, n'est-ce pas, locaux. Bien sûr, de plus en plus, on sait que la pomme libanaise, on sait qu'il y a même les avocats, il y a de très grandes variétés. Tout à fait. Donc, en fait,
fait, juste pour rester un peu dans ce secteur de l'agriculture, donc aujourd'hui, comment faire pour bénéficier du soutien de la Fondation dans ce secteur? Ouais. Alors, on a un hotline. Donc, ils peuvent visiter notre site et nous appeler. Donc, Et vous aidez donc comme, sur plusieurs niveaux, en fait. tout à fait, parce que nous, on accompagne tous les acteurs. On travaille avec tous les acteurs de la chaîne de valeur. C'est-à-dire, si un agriculteur a besoin d'un support technique, d'une assistance, d'une consultation, d'une visite, d'un support autre, et si on peut le donner, oui. Donc on est là. On est là pour tous les acteurs de la chaîne de valeur. Et donc, en fait, vous travaillez avec des on travaille avec les agriculteurs? coopératives maintenant. C'est intéressant, On travaille il y en a de plus en très plus. étroitement avec les coopératives pour améliorer leur production, les produits. Et on travaille sur le labeling, l'emballage, assurer aussi que c'est un produit sûr et de haute qualité qui va arriver au consommateur. Donc, on travaille sur le food safety, on dit ça en anglais, mais la sécurité alimentaire. Bien sûr, qui est très importante. Ouais. Donc, on travaille avec aussi les PME, on travaille sur des produits, développer d'autres produits, innover dans les produits, l'assistance technique, leur amener des experts qui peuvent les aider aussi dans la gérance de leur petite entreprise, moyenne entreprise, dans la commercialisation de leurs produits, comment faire le branding. Ma question c'était, est-ce que c'est dans toutes les régions? Parce que c'est ça quand on parle pommes, oui, dans toutes les régions du Liban, on travaille dans toutes les régions du Liban. Récemment, on a un projet on est à Akkar et on est à la Bekaa. Mais notre pépinière dans le temps était à la Bekaa parce que c'était le meilleur sol pour cette culture. Pour cette culture, bien sûr, la Bekaa, on pense beaucoup à la Bekaa, ce grenier. Ouais. Et on travaille maintenant avec des coopératives dans la Bekaa, à Akkar, au Mont-Liban. Voilà. Et donc aujourd'hui, en tant que, juste au cas où il y a des personnes qui nous regardent, qui veulent se lancer dans l'agriculture ou qui sont déjà dans l'agriculture, donc à n'importe quel stade, ils peuvent vous contacter pour un soutien. Donc ça peut être au stade de marketing, comme ça peut être au stade de quelle culture planter. On a un terrain et on ne sait pas quoi faire de ce terrain. C'est la question qu'on se pose aujourd'hui parce que après la crise, de très nombreuses personnes ont réalisé qu'elles avaient des propriétés terriennes et donc du coup, elles voulaient en faire quelque chose et les exploiter et en tirer un rendement. Oui. Donc on a une équipe formidable, des personnes exceptionnelles qui ont beaucoup d'expérience, qui peuvent aller sur le site, sur place et leur conseiller, prendre par exemple un échantillon du sol, voir le climat, étudier beaucoup d'aspects pour leur conseiller quoi et en même temps prendre en considération ce que la demande, ce que le marché veut. Bien sûr. Voilà. Tout entre en compte. Le deuxième secteur qui est très intéressant et qui est très important, notamment après la crise, c'est le secteur éducatif qui est aussi un secteur dans lequel qui vous tient énormément à cœur. Oui. Parce qu'il tenait tellement à cœur au fondateur. Donc, je ne peux pas parler du secteur de l'éducation sans parler du fondateur. Bien sûr. Qui, pour lui, avoir accès à l'éducation de qualité est une nécessité pour chaque Libanais. Et afin de réaliser ça, donc, il a œuvré à rehausser le niveau de l'éducation dans les écoles publiques. C'est très important. Oui. Mais malheureusement, elles subissent la crise de plein fouet aujourd'hui. Oui, mais comme même les écoles privées aussi, je dirais. Tous les secteurs. Une crise, tous les secteurs. Tous les secteurs. Il y a une crise qui a secoué tous les secteurs du Liban. Mais pour l'éducation et à travailler avec les écoles publiques et rehausser le niveau, c'est parce qu'il y a eu la guerre civile, parce que le niveau est excellent toujours dans les classes secondaires, mais c'est le primaire qui a été touché, plus touché. Donc, d'où la création maintenant d'une école paradis d'enfants, mais qui était à la base, qui n'était pas supposée être l'école, qui était à la base une équipe qui a intervenu auprès des écoles publiques dans le primaire pour seconder, si vous voulez, les enseignants, les former, avoir une nouvelle approche, moderniser, améliorer. Mais vous savez, travailler avec le secteur public, c'est parfois, ça prend du temps. Il y a une résistance au changement.
Donc, le fondateur a décidé alors d'avoir cette équipe qui a commencé ce travail dans l'école publique primaire. Il a décidé de faire un projet pilote juste pour que ça soit un rôle modèle, parce que c'est toujours mettre en pratique, montrer dans l'action. Et ce projet pilote, qui était supposé être juste pour quelques années temporaire, jusqu'à ce qu'on puisse faire le changement au niveau primaire dans les écoles publiques, a abouti finalement à officialiser une école qui maintenant recèle presque 1800 élèves. C'est une grande école qui a toutes les classes? Primaire, c'est jusqu'à la 6e. Pourquoi? Parce que la vision du fondateur, c'est qu'on donne un niveau assez fort de haute qualité primaire qui manquait dans les écoles publiques. Et puis, ils vont rejoindre les écoles publiques secondaires. Et là aussi, on a un projet de transport pour permettre aux jeunes de poursuivre leurs études supérieures, que ce soit les instituts techniques ou l'université libanaise. Donc, les encourager à rester dans leur village, les enraciner dans leur village, et leur assurer ce transport pour aller à l'université libanaise et les différentes branches. Donc, vous voyez la chaîne. Donc, il y a l'école primaire pour rejoindre les écoles publiques, les écoles publiques pour aussi poursuivre leurs études, donc l'université libanaise qui est aussi d'un niveau, et les instituts techniques. Et aussi, parce que pour lui, les jeunes, c'était vraiment au centre de ses priorités. Donc, la collaboration avec les universités, et créer des centres au service de la jeunesse, comme par exemple le centre de civisme à LAU, le centre Manufacturing Hub for Technology Hub for Technology for the Manufacturing à l'AUB. C'est offrir des technologies de pointe et, pour les jeunes, pour les étudiants, mais pour l'industrie. Et le plus récent, qui est le centre de documentation à l'USEC, c'est dans le but aussi de préserver notre patrimoine. Bien sûr. Donc en fait, vous travaillez sur le primaire, conformément à la vision du fondateur, avec cette école qui est une école entre guillemets modèle en fait, qui à la base devait être une école exemple et qui finalement s'est transformée, vu les besoins, s'est transformée. Et semi-gratuite aussi. Qui est semi-gratuite, ça c'est très important à préciser, mais aussi avec les universités, donc c'est très important parce que donc ce sont les plus jeunes, mais aussi on va dire les plus âgés. Et donc ça, c'est une démarche qui est très intéressante. D'ailleurs, j'aime juste dire aussi en hommage au fondateur, c'est parce qu'il a tellement œuvré pour les écoles publiques qu'il y a eu une école publique maintenant nommée après son nom, Georges Frem Public School, qui est une école modèle d'école publique et secondaire. Et qui bénéficie de votre soutien également? Oui, donc il y a l'Association des Amis de l'École publique qui soutiennent les écoles publiques dans plusieurs activités. Voilà. Et parlez-nous un peu de cette journée de la jeunesse qui vous tient énormément à cœur. Ah oui. La jeunesse, déjà inspirée par notre fondateur, comme je disais, que son souci, c'est comment créer des opportunités d'emploi pour les jeunes, comment les garder dans le pays. Mais il l'a bien fait à travers la compagnie énormément. Tout à fait, c'était toujours des milliers de personnes. Son souci était vraiment, les jeunes étaient au centre de ses priorités. C'est investir dans les nouvelles générations qui sont la force du Liban. Et donc inspiré par lui et en mémoire aussi, commémoration pour ses 18 ans. Et parce que aussi à travers nos programmes, on travaille étroitement avec les jeunes et que vraiment, on sait très bien qu'ils sont les premières victimes de ce que le Liban traverse, la situation difficile. Donc on a décidé de lancer cette initiative, une journée dédiée pour les jeunes, mais une journée qui sera une tradition chaque année, au mois de mai, début mai, et une journée dont notre objectif, c'est que ça devienne une journée nationale. Donc une journée nationale de la jeunesse. Oui, dédiée juste pour eux.
et leur offrir un espace où ils peuvent vraiment parler librement, poser leurs questions. Vous avez fait quoi lors de cette première édition? Alors, la première édition, il y avait 4 sessions. Comment concevoir votre carrière en tant que jeune. Il y avait l'Union européenne qui a parlé des projets au Liban, les opportunités au Liban et des projets de financement. Il y a eu une session sur les industries créatives, comment suivre sa passion, et une session comment naviguer les réseaux sociaux de façon efficace, mais aussi saine. Donc ces sessions étaient très interactives. Et il y avait vraiment le contenu, il y avait des experts à haut niveau. Et on a fait une évaluation après l'événement. C'est ça ce qui est intéressant de voir que ça a servi. Le retour des participants. Donc, c'était vraiment encourageant, très encourageant même, je dirais. Il y avait une satisfaction assez élevée. Et c'est quel jour du mois de mai? On a fait cette année le 11 mai, mais pour l'année prochaine, ça va être le 3 mai. Ils étaient satisfaits et on est très fiers de ce qu'on a pu faire. Bien mais sûr. On sait que à partir de maintenant, c'est un projet maintenant, un concept qu'on est en train de plus développer pour que l'année prochaine, on peut vraiment étendre notre portée et voir avec d'autres associations et des écoles. C'est essentiel. Si cette journée, il faut faire du Déjà, lobbying. il y a des partenaires. On est en train de former bien. des partenariats maintenant parce que des organisations Pour vraiment... qu'il y ait cette journée nationale de la Absolument. jeunesse, ces partenariats sont très intéressants. Ouais. Ils permettront en fait vraiment en faire une journée nationale où le gouvernement n'aura plus le choix, le choix que d'accepter en fait. C'est vrai, il faut travailler avec le gouvernement, moi je dis oui. Surtout quand on est dans le développement. Sur cette journée nationale, il faut vraiment œuvrer pour que ça soit vraiment officiel. Oui. Et je crois qu'une fois que ça le sera, vraiment, il y a cette attente. On pense aux jeunes, notamment en cette période de crise. On a plein d'idées pour cette journée. Quel est le message aujourd'hui, vous qui êtes à la tête de cette fondation? Déjà, combien de personnes travaillent à la fondation? On est autour de la cinquantaine, je dirais. On a comme plein temps, c'est la moitié. Et l'autre moitié, c'est temps partiel ou temps sur projet. Et donc des équipes qui travaillent sur le secteur agricole et des équipes qui travaillent sur le secteur éducatif en fait. Et les deux fonctionnent en parallèle, on va dire. Sûrement, simultanément. Et même, il y a parfois des interchangeabilités entre les programmes. Vous savez, par exemple, dans l'éducation, par exemple, on veut sensibiliser les enfants à l'amour de la terre. Donc, on amène les élèves qui sont dans des ateliers chez nous pour qu'ils soient sur le terrain, expérimentés, l'agriculture, toucher la récolte des pommes, comprendre les plantes aromatiques. C'est comme ça qu'on est en train vraiment de planter des semences, des graines. Mais il a vraiment planté des graines, Georges Frem, puisque aussi à la Fondation Georges Frem, qui fait tellement d'activités, il y a aussi d'autres associations en fait qui travaillent en fait et qui sont aussi portées par les membres de la famille conformément parce qu'il nous a inculqué, je pense, au souhait du fondateur. Donc vous essayez de couvrir, on ne va pas parler des autres associations aujourd'hui, mais vous essayez dans la famille de couvrir tous les besoins pressants. Tous les besoins pressants dans des secteurs qui sont très variés, qui peuvent aller de l'éducation à l'agriculture, aux handicaps. Donc ça, c'est très intéressant. Quel est votre message aujourd'hui avec nous sur le plateau? Croire au Liban, aimer le pays, rester, s'enraciner. Il y a tellement de choses à faire et on peut ensemble faire beaucoup de choses. Chaque Libanais doit se sentir, lui, un acteur dans la construction de son pays et qu'il ait vraiment sa partie à faire, contribuer, son mot à dire. Quand quelque chose ne lui plaît pas, qu'il fasse en sorte vraiment que sa voix arrive.
parce que et travailler ensemble, vraiment, vraiment, le secteur privé, le secteur public, l'académique, tous ensemble, parce que vraiment notre pays, il est petit, il a tellement de ressources, et surtout le potentiel humain, et les jeunes qui forment plus que 60% de la société. Donc vraiment, c'est un pays vraiment qui peut se redresser, mais il faut vraiment enlever l'ego de côté et juste penser développement, c'est-à-dire travailler collectivement. C'est ce que vous faites si bien, Rania, avec la Fondation Georges Frem. Très beau message de fin. Je n'aurais rien fait sans l'équipe, hein, sans le travail d'équipe. Oui, certainement, et sans aussi la vision du fondateur, comme vous le disiez. Toujours, il guide nos efforts, toujours. Voilà, comme vous le disiez tout à l'heure. Ouais. Merci d'avoir été aujourd'hui avec nous. Merci pour ce que vous faites, pour le secteur de l'agriculture, pour le secteur de l'éducation. À très bientôt. Merci beaucoup. C'était Rania Frem El Khouri, vice-présidente et directrice exécutive de la Fondation Georges Frem. C'était notre invitée du jour dans les studios d'ici Beyrouth. Je vous retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle invitée. Dans l'attente, suivez-nous sur notre site web et nos réseaux sociaux.